Tu penses manger sainement, mais tu ne vois aucun résultat. Tu t'entraînes plusieurs fois par semaine, mais tu as toujours ce gras au niveau du ventre. Eh ben, moi aussi, je suis passé par là. Et c'est exactement pour ça qu'aujourd'hui, je te présente les 5 habitudes qui t'empêchent de perdre le gras que tu as au niveau du ventre. Et le problème, en fait, c'est que ces habitudes sont souvent sous-estimées alors qu'elles jouent un rôle énorme dans le stockage des graisses. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te présenter la méthode qui m'a permis de perdre plus de 8 kilos en seulement 12 semaines. Donc reste bien jusqu'à la fin car je pense que ça va vraiment t'aider. Donc déjà, dans un premier temps, on va voir pourquoi tu n'arrives pas à perdre du gras et l'erreur que 90% des pratiquants font sans le savoir, bien évidemment. On enchaînera avec les 5 mauvaises habitudes qui te font prendre du gras sans que tu t'en rendes compte. On verra par la suite les vraies habitudes à adopter pour enfin sécher rapidement et durablement. Et on finira avec la méthode ultime pour connaître ton vrai niveau de dépense énergétique et ajuster ta sèche parfaitement en fonction de ça. Donc déjà, dans un premier temps, la première erreur, c'est l'impatience. Donc c'est classique, hein, on veut des résultats rapides, tout le monde veut des résultats rapides. Qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, tu vas changer tout le temps. Tu vas changer tout le temps, que ce soit au niveau des programmes d'entraînement, au niveau de la nutrition, et cetera. Donc tu vas tester une méthode pendant une semaine, puis tu vas abandonner, tu vas retester autre chose que tu as vu sur les réseaux et encore une fois, tu vas changer au bout de quelques semaines. Il y a aussi, le fait de vouloir être sec et massif en même temps. Donc voilà, on veut tous un physique bien sec, bien musclé et on veut faire les 2 en même temps. Mais à un moment, on est obligé de faire des choix. Certes, dans certaines conditions, on peut justement mettre en place une recomposition corporelle, mais ça ne pourra pas durer dans le temps. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir faire des choix. Donc, soit tu sèches, soit tu priorises la sèche, soit tu priorises la prise de muscle. Mais c'est obligatoirement faire un choix. Donc, résultat, en fait, qu'est-ce qui se passe? Bah, il n'y a aucune constance et il n'y a pas de progression mesurable. Du coup, on finit sur un effet yo-yo. Comme je l'ai dit, tu testes une méthode et puis après, tu arrêtes au bout d'une semaine, tu retestes une autre méthode. En fait, tu fais un pas en avant, 2 pas en arrière, et cetera. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo. En fait, tu laisses jamais le temps à ton corps de s'adapter, donc tu auras jamais de résultats concrets. Et le corps, il aime justement les habitudes, il a besoin d'une routine pour pouvoir réellement progresser. Donc concrètement, ce que tu dois faire déjà dans un premier temps, donne le temps à une stratégie de fonctionner. Donc moi, je te conseille minimum 4 à 8 semaines. Donc vraiment, le strict minimum, c'est 4 semaines, hein, mais c'est vraiment le strict minimum. 8 semaines, ça commence à être intéressant, 12 semaines, c'est encore mieux. Mais voilà, surtout lorsqu'on parle de prise de muscle, c'est encore plus long qu'une perte de gras, donc il faut vraiment laisser le temps. Tu vas aussi devoir suivre des indicateurs qui sont fiables, donc pas uniquement le poids. Certes, le poids, il va falloir le prendre en compte, mais il y aura aussi des photos à faire. Donc lorsque je parle de photos, c'est pas, à la fin de ta séance en mode congestionné. OK, ça peut être, intéressant, mais le meilleur, le mieux, en fait, c'est le matin à jeun au réveil dans les mêmes conditions. C'est-à-dire, bah, au même endroit, avec le même angle, avec la même lumière, donc dans l'idéal une lumière naturelle. Si tu fais pas ça, en fait, tu pourras jamais réellement savoir si tu progresses ou pas, parce que si à un moment ton téléphone langue, il est surélevé et la prochaine fois il est plus vers le bas, bah, en fait ton corps il va être déformé et tu pourras pas réellement savoir si tu as progressé ou pas, parce que tu auras l'impression que le haut du corps il est massif. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un angle qui soit standardisé, donc dans l'idéal un angle enfin la caméra doit arriver à peu près à hauteur de nombril. Mais bon, bref, en gros, tu dois standardiser tes photos pour être sûr de pouvoir les comparer au fur et à mesure du temps. Également, suivre les performances dans le temps, c'est-à-dire voir si tu as réellement progressé. Bien évidemment, il n'y a pas que les performances, hein, il faut que l'exécution soit correcte. Les mensurations aussi, potentiellement, ça peut être intéressant. Plus tu auras d'indicateurs et plus tu seras précis sur ta progression, tout simplement. Mais tu n'es pas obligé de prendre tous les indicateurs non plus. Le plus important, selon moi, ça reste le poids, les photos et les performances. Ensuite, ce que tu dois savoir, en fait, c'est que perdre du gras proprement, bah, ça prend du temps quand même. Vraiment, quand on parle de perte de gras pur, ça prend du temps. Donc, je te conseille de viser 0,5 à 1 du poids par semaine. Donc là, tu vas me dire: «Ouais, c'est pas beaucoup» et cetera. Mais c'est à prendre avec des pincettes parce que ça dépend de ton taux de masse graisseuse actuel. Si tu as un taux de masse graisseuse élevé, bah, tu vas perdre plus que ça. Par exemple, des personnes qui sont en surpoids ou qui sont obèses peuvent perdre quand même, 2-3 kilos par semaine, sur les premières semaines, c'est pas déconnant. Mais si tu as un taux de masse graisseuse qui est aux alentours des 13, bah là, vise plus 250 à 500 grammes grand maximum par semaine, hein. Voilà, donc c'est en fonction de ça et ensuite tu dois stabiliser avant d'accélérer. Donc je te conseille de créer vraiment une base solide. C'est-à-dire que si tu as pas stabilisé,
si tu essayes de mettre en place de nouvelles choses, bah, ça va se casser clairement la gueule. Donc c'est un peu comme une surcharge progressive. Avant d'augmenter ta charge, en fait, tu vas, vraiment optimiser ton exécution. Tu vas vraiment avoir une très bonne exécution avant d'augmenter. Tu vas pas augmenter alors que ton exécution, elle est dégueulasse, tu vois? Donc c'est la même chose, en fait. Il faut vraiment que tu stabilises avant, d'accélérer. Deuxième erreur, mauvais stress. Donc en fait, quand quelqu'un veut perdre du gras, en général, qu'est-ce qu'il se dit? «Je dois faire beaucoup de répétitions pour sécher». Alors en soi, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant parce que si tu fais, du coup des séries longues avec des charges légères, tu te dis: «Bah, en fait, je brûle de l'énergie, je brûle plus de calories». Mais en fait, ça fonctionne pas comme ça lorsqu'on parle de sèche, et de construire un physique sec et musclé. Parce que finalement, si tu fais ça, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu vas pas stimuler, suffisamment ta masse musculaire et quand on est en déficit, le corps, il va chercher à droite, à gauche de l'énergie parce que tu le pousses dans ses derniers retranchements. Donc concrètement, si tu stimules pas assez tes muscles, bah, tu vas perdre du muscle, tout simplement parce que le corps, il va aller chercher de l'énergie dans la masse musculaire. Du coup, il va cataboliser. Résultat, tu vas te retrouver avec une composition corporelle skinny fat. Donc, en gros, tu vas être maigre avec du gras parce que tu auras perdu de la masse musculaire et la masse musculaire, elle est, comment dire, importante dans le brûlage des graisses à long terme. Également, du coup, ce que tu dois savoir, c'est qu'il y a 2 stress, qui sont importants à prendre en compte lorsqu'on fait de la musculation. Tu as le stress mécanique, donc le plus important, c'est-à-dire soulever lourd et proche de l'échec. Donc on travaille avec intensité. Donc quand je parle d'intensité, c'est pas, en gros, faire beaucoup de répétitions, légères et cetera, respirer fort, suer. Non, c'est pas ça l'intensité. L'intensité, c'est soulever lourd proche de l'échec. C'est ça, en fait. Et ensuite, on a le stress métabolique. Donc lui, il est secondaire. Il est intéressant, mais il est secondaire. En fait, c'est des séries longues et ça amène de la congestion concrètement, ce que je viens de te dire, en fait, série longue avec beaucoup de répétitions. Mais il suffit pas à lui tout seul, contrairement au stress mécanique, tu vois? Donc c'est intéressant de le prendre en compte, mais il faut pas non plus, tout miser sur lui. Et justement, l'erreur que 90 des pratiquants font, qu'est-ce que c'est? Lorsqu'ils sont en sèche, bah, en fait, c'est que quand tu es en sèche, tu vas t'entraîner léger avec beaucoup de répétitions et quand tu es en prise de masse, en fait, tu vas soulever lourd. Non, ça marche pas comme ça, en fait. Il faut que, tu travailles de la même manière quand tu es en prise de masse et quand tu es en sèche, en fait, tout simplement. Parce que encore une fois, comme je l'ai dit, si tu travailles en série, bah, légère avec beaucoup de répétitions, tu vas perdre en masse musculaire et tu vas te retrouver avec une composition corporelle skinny fat et c'est pas ce qu'on veut. Concrètement, ce que tu dois faire, en fait, c'est déjà dans un premier temps avoir une vision long terme. Parce que le muscle va brûler plus de calories sur le long terme. C'est-à-dire que plus tu as de masse musculaire et plus tu brûleras du gras facilement sans fournir plus d'efforts. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une vision long terme. La masse musculaire, ça prend du temps à se construire. Donc faut vraiment se dire, OK, je vais pas tout miser sur le cardio, je vais pas tout miser sur beaucoup de répétitions, etc. Non, il faut vraiment, voilà, comme je l'ai dit, finalement, voir sur le long terme. Ensuite, tu dois garder une base de stress mécanique, même en déficit calorique. Donc, moi, je te conseille vraiment d'avoir une majorité de stress mécanique, hein, limite 60-70%. Ouais, 70%, je pense, c'est pas mal. Et continuer de surcharger progressivement. C'est pas parce qu'on est en sèche qu'on va pas continuer de progresser, tu vois. Certes, on n'est pas dans les meilleures conditions pour progresser, mais on peut progresser en sèche. Ça va être compliqué, ça va demander plus d'efforts, mais on peut progresser en sèche. Et justement, même si c'est une petite progression de rien du tout, par exemple, tu grattes une répétition, tu arrives à rajouter 500 grammes sur un exercice, même si c'est ça, ça reste une progression. Et ça va être justement game changer dans ta progression en termes de masse musculaire. Tu dois également avoir obligatoirement, je répète, obligatoirement ton quota de protéines. Il y en a beaucoup qui négligent leur quota de protéines, mais si t'as pas ton quota de protéines, comme je te l'ai dit, ton corps là, en fait, il va chercher à droite, à gauche de l'énergie. Si t'as pas ton quota de protéines, déjà de une, tu pourras pas construire de la masse musculaire, et de deux, bah, en fait, le corps, il va cataboliser, il va en fait manger tes muscles pour avoir de l'énergie. Donc c'est obligatoire que tu aies suffisamment de protéines, encore plus en sèche qu'en prise de masse limite, même si dans tous les cas, c'est hyper important. En fait, ce que tu dois retenir concrètement de cette deuxième erreur, c'est que le vrai objectif en sèche, en fait, c'est de pas perdre du muscle. C'est aussi simple que ça. En fait, tu t'entraînes pas, tu fais pas de la musculation pour brûler des calories, tu fais de la musculation pour garder ta masse musculaire. Ce qui va te permettre de brûler justement le gras, en fait, ça va être surtout l'alimentation quand tu vas être en déficit calorique. C'est ça qui va brûler du gras. Donc, faut pas que tu te dises, OK, je veux être en déficit calorique grâce à mon entraînement, en fait. Mais je veux être en déficit calorique grâce à mon alimentation. Et après, voilà, à côté, tu peux faire un peu de cardio, mais ne mise pas tout sur ça, OK? Ensuite, troisième erreur, la sédentarité. Donc, il y en a beaucoup qui pensent que, bah, voilà, je m'entraîne 4 à 5 fois par semaine, donc je suis actif. Bah, en fait, on pourrait se dire, ouais, c'est cohérent, mais 1 heure de musculation et 23 heures de faible activité, bah, c'est pas être actif, hein, c'est être clairement sédentaire. Exemple concret, donc tu as un travail assis,
Donc, par exemple, moi, j'ai un travail assis. Donc, je sais pas, travail de bureau, tu bouges pas trop, et cetera. Tu te déplaces souvent en voiture, tu as environ 3 à 5 000 pas par jour, et cetera. Bref, tout ça, en fait, c'est que tu es sédentaire. Clairement, c'est que tu es sédentaire. Même si tu fais 4 à 5 séances de musculation, tu es clairement sédentaire. Tu peux être sportif et sédentaire en même temps. Donc, c'est ça que tu dois retenir. La majorité des calories qui vont être brûlées, en fait, ne viennent pas du sport, mais elles vont venir du NEAT. Qu'est-ce que c'est le NEAT? C'est le Non-Exercise Activity Thermogenesis. Donc, en gros, en français, ça veut dire toutes les activités involontaires qui brûlent justement des calories. Donc, concrètement, marcher, faire le ménage, faire les courses, tout ça, en fait, c'est des petites activités au quotidien qui, pris à part entière, ne brûlent pas énormément de calories, mais cumulées sur une journée, cumulées sur une semaine, cumulées sur un mois, vont te faire brûler énormément de calories. Et c'est justement ça qui va te permettre de brûler un maximum de calories. Contrairement à faire une séance de sport. Non, non, c'est pas ça qui brûle le plus de calories. C'est vraiment le NEAT qui va brûler le plus de calories sur une journée. Alors, tu peux vérifier si tu es sédentaire grâce au NAP. Alors, le NAP, qu'est-ce que c'est? C'est le niveau d'activité physique. Donc, je vais te montrer. On va prendre un exemple concret. On va prendre mon exemple. Donc, comme tu peux le voir, en fait, là, on a les différentes activités et chaque activité est reliée à un coefficient. En dessous, tu as justement l'échelle qui va te permettre de savoir si tu es sédentaire ou si tu es plus ou moins actif, entre guillemets. Donc, alors, je prends mon exemple. Déjà, dans un premier temps, la première ligne, ça va être un coefficient de 1. Donc ça, c'est la position allongée. C'est-à-dire combien, de temps sur une journée tu es allongé. Donc en gros, sur une journée, tu as 24 heures. Moi, je suis allongé environ 9 heures parce que je dors environ 8 heures. Après, il y a le temps d'endormissement et cetera. Donc je suis allongé environ 9 heures sur une journée. Ensuite, la deuxième ligne, position assise, un coefficient de 1,5. Combien de temps dans la journée tu es assis en fait? Sur 24 heures, combien de temps tu es assis? Donc ça prend pas en compte, la position allongée, hein, ça prend vraiment la position assise en compte. Donc moi, je suis environ assis 8 heures par jour. Donc voilà, j'ai un boulot assis sédentaire, donc c'est pour ça. Ensuite, troisième ligne, du coup, position debout. Donc là, par exemple, voilà, ça peut être, tu fais la cuisine, tu vas aux toilettes, enfin bref, peu importe. Une position debout classique, pas marcher, mais vraiment debout classique. Combien de temps justement tu es debout? Bah moi, environ 3 heures, j'ai calculé sur la journée. Ensuite, on a du coup un coefficient de 3 ou de 3,5 en fonction de si tu es une femme ou un homme. C'est justement la marche. Donc moi, je marche environ 2 heures sur une journée parce que bah, de temps en temps, je prends des petites pauses où je marche une trentaine de minutes, ce qui me fait un total de environ 2 heures sur la journée. Et enfin, du coup, dernière ligne, c'est le sport. Donc, par exemple, musculation, bah là, j'ai 2 heures de sport. Donc concrètement, si tu prends en compte 9, 8, 3, 2, 2, ça te fait un total de 24. Donc justement, tu dois retrouver 24 heures dans tes calculs. Et à partir de là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas en fait, comment dire, additionner les heures en fonction des différentes positions avec le coefficient. C'est-à-dire que concrètement, moi, j'ai pris la position allongée, j'ai fait 9 fois 1 puisque le coefficient de la première ligne, c'est 1. Donc, tu fais 9 fois 1. Ensuite, la position assise, c'est 8 fois 1,5. La position debout, c'est 3 fois 2,2. La marche, c'est 2 fois 3,5 parce que je suis un homme. Si tu es une femme, c'est 3. Et le sport, du coup, c'est 2 fois 5. Et en fait, ça va te donner un total. En gros, vu que tu as accumulé tout ça, ça va te donner un total. Je crois que c'est 44 à peu près que j'ai calculé. Et tu fais 44, enfin, tu fais ton total divisé par 24. Et ça va te donner un coefficient. Donc moi, c'est 1,85, comme tu peux le voir. Du coup, tu peux te référer aux échelles juste en dessous. Et en fait, le 1,85 se trouve dans le actif. Donc en gros, moi, je suis actif. Je suis actif parce que là, comme tu peux le voir, c'est 1,6 à 1,89. Donc, je suis pas loin d'être très actif, mais du coup, je suis plutôt actif. Et en faisant justement ce calcul, je t'invite vraiment à le faire, hein. C'est un peu technique, hein, comme tu as pu le voir, mais je t'invite vraiment à le faire parce qu'au moins, tu sauras si tu es réellement sédentaire ou si tu es réellement actif, tu vois. Donc voilà, ça va vraiment te permettre d'ajuster ton plan en fonction de ça. Donc concrètement, la solution en fait, elle est simple. Tu as juste à faire un peu plus de pas dans la journée, à marcher un peu plus. Donc moi, je te conseille de viser 8 000 à 12 000 pas par jour. Moi, personnellement, je suis à 8 000 et tu as vu, ça me permet d'être quand même actif, hein, mine de rien. 8 000 à 12 000 pas par jour en fonction du temps que tu peux allouer à ça et en fonction, bien évidemment, de tes objectifs aussi. Si tu veux justement perdre du gras rapidement, moi, je te conseille de viser plus les 10 000, 10 000, 12 000 si tu en as la possibilité. Ensuite, quelques actions concrètes à mettre en place. Bah déjà, ne reste pas assis plus d'une heure. Donc, par exemple, toutes les heures, tu peux te dire, OK, je vais me lever, je vais marcher 5 minutes et je reviens m'asseoir. Ça, déjà, ça peut te faire gratter des pas journaliers, donc c'est assez intéressant. Tu peux aussi marcher après les repas.
Donc, par exemple, même 5 minutes, hein, c'est très bien de marcher 5 minutes après un repas parce que ça va permettre à ton corps de mieux gérer sa glycémie et de mieux justement assimiler les nutriments. Donc ça, c'est très intéressant à mettre en place. Également, prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, se garer un peu plus loin, etc. Donc voilà, en gros, concrètement, essaye de bouger le plus possible. Tu peux aussi ajouter 20 à 30 minutes de marche quotidienne, donc une session de marche un peu plus longue que les 5 minutes que je t'ai conseillé. Ou alors, si tu n'as vraiment pas le temps, tu peux mettre un petit peu de cardio léger à la fin de ta séance, par exemple. Quatrième erreur, les cheat meals. Donc, alors, le problème en soi, c'est pas tant le cheat meal, c'est surtout comment il est utilisé. Donc, la majorité des pratiquants, en fait, sous-estiment les calories et vont mal compenser leur cheat meal. Donc, résultat, en fait, un seul repas peut annuler plusieurs jours de déficit. On va prendre un exemple concret. Donc là, 5 jours de déficit à 500 calories par jour, ça te fait un déficit de 2500 calories. Donc, c'est quand même énorme, hein, mine de rien. Mais imaginons, tu fais un cheat meal le samedi. Un cheat meal, ça peut monter à 2000, 3000 calories facilement si c'est un fast-food, par exemple Burger King, McDo, pizza, même les restos à volonté, ça laisse tomber, ça explose les calories. Tout ça, en fait, ça peut monter clairement rapidement parce qu'un menu, par exemple, au Burger King, je peux t'assurer que ça monte à 2000 calories facilement. J'ai fait les calculs et ça monte facilement à 2000 calories en fonction de ce que tu prends. Et bah, en gros, tu as ruiné ton déficit, clairement. Tu repasses en maintien et dans le pire des cas, tu repasses en surplus, ce qui signifie que tu vas prendre du poids. Donc en fait, tu vas à chaque fois faire un pas en avant en perdant du poids durant la semaine. Mais lorsque tu vas faire ton cheat meal, tu vas reprendre du poids. Donc, tu vas faire 2 pas en arrière. Et en plus, après, tu vas justement reperdre un peu de poids, mais tu vas pas réussir à reperdre autant de poids que tu avais perdu sur la première fois. Et à chaque fois, ça va te faire un pas en avant, 2 pas en arrière, un pas en avant, 2 pas en arrière. Et en fait, bah, tu vas jamais progresser, tu vas même régresser dans le pire des cas. Et en fait, justement, tout ça, en fait, c'est lié à si tu penses que la nourriture est une récompense, bah, en fait, tu as déjà perdu. Parce que il y en a beaucoup qui se disent: «Bon, voilà, pour me récompenser de ma semaine, où j'ai été clean, où j'ai bien mangé, bah, en fait, je vais me faire un bon cheat meal». Et ça, en fait, c'est la mauvaise mentalité, c'est le mauvais mindset. Parce que tu vas avoir un dérèglement psychologique, justement, en pensant que la nourriture, c'est une récompense. Et en plus de ça, tu vas avoir un dérèglement physiologique. Parce que, bah, en fait, il y a un peu que de la merde dedans. Donc, on va pas se le cacher. Donc, qu'est-ce que tu dois faire concrètement? Bah, déjà, remplacer le mot cheat meal par repas plaisir contrôlé ou repas libre, entre guillemets. C'est une façon de mieux gérer le psychologique. Ensuite, tu dois anticiper, c'est-à-dire réduire légèrement les calories avant et après le repas. Ça va te permettre justement d'éviter de passer en surplus calorique. Tu dois également garder le contrôle, c'est-à-dire que tu dois avoir durant ton repas libre des protéines qui soient présentes. Donc, dans l'idéal, privilégier un repas libre qui est qualitatif. Par exemple, tu vas pas aller au fast-food, tu vas pas aller au resto à volonté, mais tu vas plus aller dans un bistrot, un restaurant où ils servent de la qualité. Même les sushis, c'est très bien. Les sushis, c'est assez qualitatif aussi. Également, des portions raisonnables et éviter le tout ou rien. Parce qu'il y en a beaucoup qui se disent: «Bon, j'ai mangé un truc gras, autant me jeter sur la nourriture de toute manière au point où j'en suis». Non, bah, justement, c'est ça, en fait, c'est cette réaction excessive qui va faire que tu vas prendre énormément de gras. La meilleure alternative dans tous les cas, ça reste la flexibilité, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un gros cheat meal incontrôlé durant la semaine, il faut avoir des aliments ou, si tu veux, un repas plaisir intégré dans ta diète. C'est-à-dire que voilà, tu peux avoir quelques petits aliments, du chocolat, et cetera, tant que c'est contrôlé, tant que c'est inclus dans ta diète, que ça respecte tes calories et tes macros. Et justement, ça évitera de te dire: «OK, j'attends la fin de la semaine pour me défoncer le bide», parce qu'en fait, ça, c'est vraiment la mauvaise mentalité. C'est ça qui va ruiner ta perte de gras. Et enfin, la dernière erreur, les croyances limitantes. Donc, en gros, une croyance limitante, c'est une idée que tu considères comme vraie, mais qui limite ton passage à l'action. Par exemple, j'ai une mauvaise génétique, je prends facilement du gras. Ça, en fait, c'est justement des croyances limitantes. Dans mon cas personnel, j'ai des croyances limitantes, même si j'essaye de les gérer. Je sais que j'ai une mauvaise génétique, mais dans tous les cas, je fais tout pour compenser ma mauvaise génétique. Et le fait d'avoir une mauvaise génétique, en fait, ça n'empêche pas de progresser, ça n'explique pas la stagnation. La mauvaise génétique, elle explique la vitesse de progression, c'est-à-dire que tu progresses moins rapidement, mais elle explique pas ta stagnation. Donc, il y a ça à prendre en compte aussi. Prendre du gras facilement aussi, ça, le métabolisme, etc., c'est justement des croyances limitantes. Parce que tout ça sont en réalité en partie vrais, entre guillemets, mais encore une fois, ça n'explique pas la stagnation et tu peux toujours mettre en place quelque chose qui t'empêchera, enfin qui te permettra de progresser plus tôt. Après maintenant, bien évidemment, ça va demander plus d'efforts qu'une personne qui a une bonne génétique, mais sache que tu peux progresser malgré tout. Donc elles influencent tes décisions, c'est-à-dire que tu vas te relâcher plus facilement, tu vas accepter ta situation, et cetera. Et en fait, tout ça fait que c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que tu crois que tu ne peux pas être sec, par exemple, tu crois que tu peux pas perdre du gras au niveau du ventre et du coup, tu vas agir comme tel et tu vas confirmer ta croyance.
C'est aussi simple que ça, en fait, c'est ça une croyance limitante et en fait, elle te donne toujours une bonne raison de ne pas faire ce qu'il faut. Parce que comme je te l'ai dit, en fait, tu vas agir inconsciemment, hein, peut-être inconsciemment, tu vas te dire: «J'ai une mauvaise génétique» ou «Ah, je prends du gras facilement» et inconsciemment, tu vas agir comme tel. Tu vas te relâcher, tu vas manger un peu plus facilement, un peu plus en quantité et finalement, bah, ça fait que tu vas prendre du gras facilement. Donc voilà, c'est ça, en fait, une croyance limitante. Concrètement, ce que tu dois faire, la première étape, c'est identifier tes croyances limitantes. Donc, qu'est-ce que je crois qui pourrait me limiter? Donc, dans mon cas personnel, par exemple, ma génétique, elle est pas ouf. Mes insertions, elles sont pas ouf. Et je me dis que potentiellement, j'aurai jamais le physique que je veux avoir. Du coup, qu'est-ce que je dois faire? Étape numéro 2, challenger mes croyances. Donc, je n'ai pas encore trouvé la bonne stratégie. Donc, exemple classique, j'ai un bassin qui est assez large et mon haut enfin, mes épaules sont pas hyper larges. Qu'est-ce que je dois faire? Bah, déjà, pour éviter justement d'avoir ce corps en carré, entre guillemets, comme on appelle, du coup, il est pas en V, il est en carré. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre plus de volume sur mes épaules, sur mes dorsaux pour avoir un corps qui soit plus en V, puisque je vais élargir mon haut du corps pour diminuer cet effet bassin large. Et l'étape numéro 3, revenir-en au fait, c'est-à-dire, est-ce que tu as vraiment tout optimisé? C'est-à-dire que si tu n'as pas réussi à combler justement tes croyances limitantes, est-ce que tu as vraiment tout optimisé? Sache qu'on n'optimise jamais tout à 100%. Il y a toujours quelque chose à faire. On peut toujours apporter des améliorations et même dans mon cas personnel, je peux encore apporter des améliorations. Donc, il faut vraiment que tu retiennes ça. Donc, en gros, tu dois plus agir selon ton humeur, tu dois agir selon ton objectif. C'est hyper important. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Donc, si en tout cas tu galères à perdre du gras, sache que moi, je peux clairement t'aider comme j'ai pu aider Jonathan qui stagnait depuis des années à gauche, hein, comme tu peux le voir. Il a perdu plus de 10 kilos. Il a un physique beaucoup plus sec, beaucoup plus musclé, alors qu'il avait tout essayé pour perdre le gras au niveau du ventre et des poignées d'amour. Pareil, David au milieu qui a perdu 10 kilos en seulement 12 semaines. Donc, il avait du gras au niveau du ventre et il a réussi justement à avoir un ventre totalement plat. Ou encore à droite, Paul qui a réussi à perdre 14 kilos en 14 semaines. C'est énorme. Donc, c'est 1 kilo par semaine. C'est vraiment énorme. Donc, il continue de progresser. Bientôt, il a fini sa sèche d'ailleurs, puisqu'il a encore progressé par rapport à la photo que je suis en train de te montrer. Donc, en tout cas, si ça t'intéresse, on peut s'organiser un appel pour discuter de ta situation actuelle et de ta stratégie. Moi, je te partagerai ce que personnellement je mettrai en place pour t'aider à atteindre tes objectifs. Je t'expliquerai aussi comment je travaille afin de voir si c'est quelque chose qui pourrait te correspondre et surtout si je peux t'aider à atteindre tes objectifs. Sache que cet appel ne t'engage à rien, c'est juste l'occasion de faire le point sur ta situation actuelle. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien Calendly dans la description pour réserver ton appel et tu peux aussi m'envoyer du coup un message sur Instagram, je me ferai un plaisir d'être répondre. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.